Lizy présente De vagues herbes jaunes de Françoise Bourdin, lu par Romain Bressy. À François Corré. L'on sort sans autre but que de sortir, on suit, le long de la rivière aux vagues herbes jaunes, un chemin de gazon que bordent de vieux aunes. Paul Verlaine. Préface. Très cher lecteur, si vous lisez cette préface, c'est que quelque chose a changé. C'est que Françoise Bourdin n'est plus. Plus là pour vous faire voyager au rythme des histoires qu'elle inventait, que vous étiez nombreux à attendre avec impatience. C'est pour cela que nous, ces deux filles, prenons dès lors la plume, afin de vous présenter ce livre, si particulier pour de nombreuses raisons. Il s'agit de son deuxième roman, De vagues herbes jaunes, publié pour la seule et unique fois en 1974, adapté immédiatement à l'écran dans un film tout aussi introuvable que le livre l'est. Ouvrage que nous avons voulu sortir de l'ombre où il dort depuis 50 ans pour vous en proposer aujourd'hui une réédition. Doté d'un titre emprunté au poète Paul Verlaine, qu'elle admirait beaucoup, ce texte a été écrit alors qu'elle avait seulement 20 ans et toute la flamboyance de la jeunesse. Elle débutait dans son métier, même si 2 ans auparavant, l'éditeur Julliard acceptait de publier son premier livre, Les Soleils mouillés. À ce jeune âge pourtant, elle avait déjà connu des drames et venait tout juste de perdre son père qu'elle adorait. Cependant, avec sa force de caractère légendaire, elle s'accrochait à ses rêves, à son but. Et ce qu'elle souhaitait par-dessus tout, c'était poursuivre sa carrière d'écrivain. Elle s'est donc lancée dans la rédaction d'un nouveau manuscrit, celui que nous avons choisi aujourd'hui en concertation avec son éditeur pour le rendre à ses lecteurs désormais si nombreux. Ce livre, nous en avons vu la tranche toute notre vie, longtemps seul au milieu d'autres auteurs, puis accompagné de ces autres titres, dont le nombre grandissait avant d'avoir la curiosité de le lire. Comme nous l'avons été alors, vous serez probablement un peu surpris par les différences d'écriture que les dizaines d'années qui séparent ces textes actuels de celui-ci peuvent révéler. Néanmoins, dans ces pages, vous trouverez tous ces thèmes de prédilection. Le poids de l'héritage familial, le rapport à la terre et à la nature, la maison au cœur de toutes les intrigues. C'est incroyable de constater à quel point tout était déjà présent. Ce roman est pour nous un diamant brut, où elle s'est dévoilée, a mis bien plus d'elle-même que dans la suite de ses ouvrages. Son héros, le solitaire Cyril, qui arpente son domaine, le Pérou, à l'abandon, avec son cheval et son chien, est en effet empli de nostalgie et de tristesse. Des traits de caractère qu'elle partageait avec son double de papier, mais qu'elle essayait de tenir à distance. Cette propriété fascinante existait bel et bien dans le monde réel, l'a inspirée, et a servi de décor lorsque De vagues herbes jaunes a été porté à l'écran. Poussée par un amour passionnel comme on ne le ressent jamais mieux qu'à cet âge, elle partait de Paris dans sa Spitfire et avalait des kilomètres jusqu'au Lot, où elle retrouvait l'univers de Caminade. Une maison sublime qui s'écroulait par endroits, des montures prêtes à partir en balade dans les écuries, et le propriétaire des lieux, un amant de 20 ans son aîné. Elle nous a si souvent parlé de cet endroit. À ses souvenirs se sont ajoutés ceux du tournage, un incendie à reproduire, des chevaux qui, au départ, ne voulaient pas prendre la fuite pour les besoins de la caméra, puis que l'équipe a mis des heures à retrouver dans les prés de la campagne autour de Cahors, des discussions avec la jeune réalisatrice José Dayan, et surtout le choc lorsqu'elle a entendu le comédien Laurent Terzieff prononcer ces mots. « Ça va, c'est l'hiver. » Ces mots à elle. Nous n'avons pas souhaité changer la moindre virgule, car ce roman lui appartient. C'est le témoignage de son époque, et il est à l'image de ce qu'était Françoise Bourdin ces années-là. Cela a été un choix difficile pour nous, ses filles,
de ne pas garder ce trésor égoïstement. Il était caché depuis de si nombreuses années, comme un souvenir de famille, un talisman, que nous aurions pu relire de temps à autre, dans le secret, lorsque le manque deviendrait trop fort et que nous voudrions reconvoquer encore le souvenir de notre maman adorée. Mais elle serait sûrement fière de savoir que nous avons accepté de le partager avec vous, ses lecteurs, qui comptiez tellement, de vous faire ce cadeau, vous à qui elle manque aussi probablement. Nous vous souhaitons un beau voyage dans le Lot aux côtés de Cyril et de ses démons, mais surtout en compagnie d'un jeune auteur en devenir qui avait déjà énormément de talent et toute la vie devant elle. Fabienne et Frédéric. On peut visiter ? Le paysan leva la tête et regarda l'homme. Ensuite, posément, il suivit la direction indiquée par son bras. Son regard erra sur la colline de la Paire, sur le plateau de Berganti, puis se posa sur les tours hostiles du Pérou. La muraille qui descendait, abrupte, jusqu'au Lot, semblait rejeter d'elle-même les questions. « Non », dit enfin le paysan d'une voix sans timbre. « Il n'est pas classé ?» s'étonnait l'homme. « Classé ?» Le paysan se retourna vers son champ. Il aperçut, au loin, son fils sur le tracteur. L'hiver arrivait, rude. « Écoutez » commença le paysan, mais il renonça aussitôt. « C'est le Pérou » dit-il encore. « Il y a des gens dedans ?» Surpris de tant d'insistance, le paysan fit un effort pour s'intéresser à l'homme. « Vous êtes de passage ?»« Oui, j'explore la région. Je fais des études. » L'homme ne précisa pas lesquelles. « C'est le Pérou des Montignac », répéta le paysan. « Montignac ? Connais pas. En tout cas, c'est dommage. Ça semblait beau. » Le paysan eut un sourire qui ne signifiait rien. Le tracteur approchait. Le bruit du moteur couvrit un peu sa voix lorsque, penché vers l'homme, il murmura. « N'y allez pas. Cyril Montignac est fou. » Chapitre 1. L'incendie de Saint-Cyr-la-Popie. Échapperons-nous à l'abîme ? Notre sort est entre nos mains. Daniel Rops. Cyril se redressa brusquement. Ce bruit effroyable d'incendie. Le même cauchemar, toujours. L'église d'Oradour qui flambe avec tous ces gens. L'ombre des Messerschmitt qui plane. Pourquoi suis-je né pendant la guerre ? Pourquoi y a-t-il des guerres ? Mais Cyril, bien éveillé, entend toujours les craquements et les sifflements caractéristiques. Totoche, le chien, va du lit à la porte d'un air inquiet. Cyril est aussitôt debout, se précipite à la fenêtre et pousse les volets. Un hurlement jaillit. « Le Pérou flambe !» L'escalier, la porte, en pyjama au milieu de la cour. Cyril tremble. Des flammes de 3 mètres s'élèvent au-dessus de la grange. « Alric !» Les tours carrées du Pérou surgissent de la nuit. Les écuries, la bergerie, la grange, tout prend un épouvantable relief. Au pied de la muraille, le Lot, tumultueux, renvoie l'image tordue des corps de bâtiments en feu. Cyril est arrêté, extatique. Il essaie de dominer la terreur monstrueuse qui l'a envahi. Il se force à regarder les flammes en face. « Ma maison brûle !» articule-t-il bêtement. Il le constate, s'en persuade, en prend véritablement conscience. Cyril court maintenant comme un fou, traverse la cour, se bat avec la grille. Totoche ne rit plus. Il aboie désespérément. « Alric ! Alric !» Cyril pleure de rage. Il ne sent pas le froid de novembre ni les pierres sous ses pieds nus. Il parvient, épuisé, aux abords de l'écurie. Les flammes de la grange, poussées par le vent, ont déjà attaqué le toit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.